Raphaël Cohen, bonjour, tu es directeur juridique du CSAPE. Nous allons aborder les sujets suivants. La plainte que vous avez déposée avec le collectif anticorruption CSAPE contre les dirigeants français à la Cour pénale internationale, les trafics de virus à l'Institut Pasteur, à l'INSERM, les recherches militaires sur les biotechnologies, l'injection expérimentale en phase 3 d'essais cliniques est-elle un vaccin juridiquement ? Qui finance les médias français, l'inutilité des masques contre les virus, les révélations sur l'Institut Pasteur qui a fabriqué le SARS-CoV-2, CRISPR-Cas9, la technique de modification du génome humain, la plainte des pompiers à la Cour européenne des droits de l'homme, le trafic de fœtus humains à la Food and Drug Administration, la FDA, la présence de fœtus humains dans les vaccins, la résistance, la dangerosité de la protéine Spike, le vol du génome humain grâce au test RT-PCR. Pour conclure, la mise en accusation, évidemment, de 23 pays, ainsi que la mise en accusation du président Macron pour trahison. Je rappelle que les chefs d'accusation sont crimes contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide. Raphaël Cohen, on attaque dans le vif. Quelle est la face cachée de la pandémie de Covid-19 ? Une expérimentation sur l'être humain et cacher un trafic de virus qu'il y a eu en 2015 et 2014, notamment un trafic de virus entre, on va dire, l'Asie et la France concernant MERS-CoV et 2500 échantillons de SARS-CoV qui ont complètement disparu dans la nature, dont 10 fioles d'Ebola qui ne sont plus répertoriées au niveau des virus dans l'inventaire de l'Institut Pasteur. Or, ce qui nous a interpellés, c'est la crise Ebola en Sierra Leone, juste après cette disparition des 10 fioles de l'Institut Pasteur, et l'étouffement de l'enquête par le procureur, qui était chargé d'enquêter sur le sujet, puisque depuis, aucune nouvelle. Voilà. Donc on a cherché à savoir qui dirigeait l'Institut Pasteur, et il se trouve que l'Institut Pasteur est dirigé par l'État français, et au conseil d'administration en tant que président siège un magistrat de section du Conseil d'État. Est-ce que tu as envie qu'on parle de l'Assemblée nationale et de l'ARN et des recherches militaires en 2016-2017, depuis 2006 ? Alors, en fait, depuis, on va dire, les années 2000, mais plus particulièrement 2004, l'Institut Pasteur travaille sur différents projets, dont notamment un qui est le gain de fonction de SRAS-CoV, où ils ont commencé à s'appuyer sur les recherches de Léo Poon, qui était un des scientifiques de recherche. Suite à cela, on sait qu'ils ont introduit le HIV, on sait qu'ils ont introduit le GP120 et bien d'autres, et quand on fait la comparaison du travail de l'Institut Pasteur avec le NIAID dirigé par Fauci aux États-Unis, il s'avère que c'est le même travail. Or, après ce qu'on appelle un Freedom Information Act levé aux États-Unis, nous avons la preuve que Fauci, par l'intermédiaire de Fort Dietrich, et Yazdan, qui dirige le projet Reacting à partir de Aviezan, lancé par l'INSERM, qu'ils travaillent ensemble. Dans le même temps, quand on regarde les travaux parlementaires, sénatoriales et de l'Assemblée nationale, il s'avère que depuis longue date, ils essayent de faire lever l'interdiction sur le travail transgénique de l'embryon humain, et notamment l'interdiction sur le travail génotypique et phénotypique, qui est de pouvoir contrôler, on va dire, la médecine prédictive sur l'être humain. Or, dans ces mêmes rapports, on voit qu'ils ont interrogé le professeur George Church aux États-Unis, qu'ils ont fait venir en France, où il révèle ouvertement qu'il travaille sur ce qu'on appelle le gene drive et le mélange interespèces des ADN, ainsi que CRISPR-Cas9, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'ARN-M. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte de faire sauter tous les verrous qui existent dans les 196 pays sur l'interdiction du travail du génome humain. Est-ce que c'est un vaccin qu'on nous propose aujourd'hui
juridiquement? Non, D'accord. non, pour plusieurs raisons. La première, ce qu'on appelle la thérapie génie, quoique je ne suis pas d'accord avec ce terme concernant ce produit, voilà, ne peut porter le nom de vaccin puisqu'il est interdit par le règlement de l'Union européenne. Maintenant, ne serait-ce que par le fait qu'il ne protège ni d'un virus, qu'il n'a aucune efficacité, qui continue à transmettre le virus, quand bien même la personne est vaccinée, il ne peut pas en tant que tel porter le nom de vaccin. Le produit expérimental aujourd'hui ne peut pas porter le titre de vaccin. Donc c'est illégal d'obliger les gens à se faire injecter cette chose qui n'est pas un vaccin. Alors, quand bien même le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait aucune illégalité et que les personnes qui prétendent que ce produit expérimental est en phase expérimentale tient du fantasme, je renverrai le Conseil d'État donc directement au test des laboratoires pharmaceutiques de phase 3 qui dit explicitement qu'ils sont bien en phase expérimentale. D'ailleurs, phase 3 qui n'est absolument pas respectée puisque ils ne respectent pas ce qu'on appelle la partie placebo de contrôle qui permet de voir justement les interactions au niveau des bénéfices-risques des individus, s'il est bon ou pas de prendre ce vaccin. Enfin, soi-disant appelé vaccin. Quel est le rôle de l'INSERM, de l'Académie de médecine, de l'Institut Pasteur dans tout ça? Aujourd'hui, SARS-CoV-2 et Covid-19 n'ont jamais été séquencés sans être non frelatés. Cela induit que légalement, normalement, on ne peut pas dire qu'une personne a SARS-CoV-2 et qu'au surplus, la maladie dite Covid-19 tient de SARS-CoV-2. Toujours pour rester très simple. Nous avons pu interroger des scientifiques à travers la planète entière, avec qui aujourd'hui on a pu obtenir des documents par la levée toujours du Freedom Act Information, où nous avons la preuve que SARS-CoV-2 est bien un gain de fonction afin d'établir une arme biologique. La preuve, elle est absolue. D'ailleurs, Fauci, dans le dernier levé du Freedom, s'est fait prendre à son propre piège, puisque sur toutes les questions qui lui a été posées, il a été démontré qu'il avait menti. Là où ça devient intéressant, c'est que les travaux de Fauci sont identiques à celui de l'Institut Pasteur. Or, l'INSERM a eu une lettre de mission du ministre Cazeneuve lui demandant de mettre en place un programme sur le génome humain appelé Génomique 2025 et de pouvoir, on va dire, l'exporter à l'international comme étant la référence sur le travail du génome. Suite à ça, nous avons pu remontrer la trace à travers les brevets et les déclarations contradictoires de l'Institut Pasteur, qui en fait travaille pour l'INSERM. Yuan travaillait sous la supervision des travaux de l'INSERM. Et je dis bien sous. Ce n'est pas la France qui travaillait avec Yuan, c'est Yuan qui travaillait sous la supervision de la France, dont une partie était financée par les Français et une autre partie était financée par les Américains, par l'intermédiaire de Fauci, dont je rappelle que le Sénat américain avait retiré son financement en 2015 suite au travail de Chimère sur le, de mémoire je crois, ZH40 SHCO14, qu'on retrouve aussi dans les travaux de Fauci. Voilà. Chimère qui consistait à introduire une protéine de synthèse afin de pouvoir contaminer l'homme à partir donc de la fameuse souche chauve-souris. Remontant la piste de l'Institut Pasteur, on s'aperçoit que il existe
plusieurs projets génomiques, notamment un qui s'appelle le projet B1MG dans l'Union européenne, dont je vais sortir les notes, et un autre qui s'appelle BGI, c'est un Beijing Genomic Institute, qui est tenu à Shenzhen et à Yuan en Chine, dont le rôle est de pouvoir d'ici 2023 récolter plus d'1 million de génomes séquencés entiers de l'être humain, sachant que pour récolter un génome, il faut l'autorisation de l'individu. Or, grâce au test RT-PCR, ils vont pouvoir voler le génome de chaque être humain sans lui demander son autorisation. Pourquoi ces bases? Ces bases vont pouvoir permettre de travailler sur le génotopique et le phénotopique qui est strictement interdit par l'article 13 d'Oviedo, dont ils ont tenté de modifier le 1 et 4 juin 2021, et dont le conseil scientifique d'Oviedo a refusé la modification en y apportant une petite précision, notamment celle de l'interdiction de pouvoir travailler sur le génome afin d'en contrôler les spécificités concernant l'espèce humaine. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 23 pays, voilà, dont aujourd'hui j'accuse officiellement, sous couvert de cette pandémie, voilà, de tuer des gens, de les rendre invalides à vie, par l'intermédiaire d'un produit expérimental qui, sans doute, va modifier leur ADN, et notamment l'Autriche, Robert Scharinger, ministère de la Santé, la Bulgarie, Chazmina Balabanova de l'Alliance bulgare pour la médecine de précision et personnalisée, la Croatie, Ingeborg Barišić, hôpital universitaire pour enfants de Zagreb, département génétique médicale et de santé reproductive, Chypre, Carolina Stylianou, ministère de la Santé, la République tchèque, Skara Pospíšiliová, université de Masaryk, l'Estonie, Angela Ivask, ministère des Affaires sociales, la Finlande, Tuula Elander, ministère des Affaires sociales et de la Santé, Markus Perola, Institut finlandais de la santé et du bien-être, l'Allemagne, Magdmar Friesz, ministère fédéral de la santé, la Grèce, Dimitri Tanos, Académie de la Fondation pour la recherche biomédicale d'Athènes, la Hongrie, Attila Patok, Institut national d'oncologie, l'Italie, Antonio Federici, ministère italien de la santé, la Lettonie, David Friedman, Centre lettonien de recherche et d'études biomédicales, Annika Smilga, adjointe, Centre des préventions et de contrôle des maladies de Lettonie, unité de gestion des registres, la Lituanie, Laima Abrosaitint, hôpital universitaire du Vilnius Santaros Klinikos. Excusez-moi du nom si je l'appelle incorrectement. Aizelalika Balsiuniene, ministère de la Santé. Le Luxembourg, Thomas Denzen, ministère de la Santé. Malte, dont sa candidature est toujours en cours. La Norvège, Grete Foss, direction norvégienne de la santé. Le Portugal, Astrid Vicente,
Institut national de la santé, Dr. Ricardo Jorge, ministère de la Santé, Manuel Santos, Université d'Aviero, Institut de la biomédecine, département des sciences médicales, la Slovénie, Burut Pertelin, ministère slovène de la Santé, Bran Leskosejk, Université du Ljubljana, l'Espagne, Gonzalo Arevalo, directeur général adjoint des programmes internationaux de recherche et des relations institutionnelles, la Suède, Sverker Landin, conseiller suédois de la recherche, Frida Landmark, agence suédoise de l'innovation, le Royaume-Uni, dont la candidature est toujours à confirmer, la Belgique, Mark van den Bulke, Sciences Anno, la France, Bertrand Schwartz, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont, je rappelle, qui siège au conseil d'administration de l'Institut Pasteur. La Suisse, Adrien Laurence, docteur en sciences, directeur général réseau suisse de santé et personnalisé du SPHN. Voilà pour les accusations des pays et des personnes qui ont mis en place ce programme afin de voler l'ADN des êtres humains sans leur consentement et procéder à des expériences médicales dont nous allons en parler plus profondément dans quelques instants. J'ai déjà accusé ces personnes-là devant la Cour pénale internationale lors de ce qu'on appelle une plainte complémentaire, sachant que je ne travaille pas tout seul sur le sujet et qu'il y a aussi une plainte conjointe internationale avec divers pays européens et scientifiques à travers l'Europe et les États-Unis, dont nous reviendrons aussi sur ces plaintes pour avoir quelques petites explications. Les masques sont-ils utiles pour nous protéger des virus? Vous, citoyens à travers le monde, comment vous avez pu vous faire avoir bêtement sur les masques? Depuis 1962 à 2021, entendez bien les dates, 1962-2021, il a été démontré dès l'étude de 1982, je crois, de mémoire, ou 85, ce qu'on appelle la mathématique quantique. Les masques chirurgicaux FFP2, donc je ne vous parle même pas des masques de chirurgiens, mais FFP2, peuvent retenir un virus de 0,3 microns, enfin virus ou bactérie, on va dire bactérie plutôt, sachant qu'un virus fait entre 0,1 et 0,2. Donc en mathématiques quantiques, si un trou fait 3 cm, une matière qui fait 2 cm rentrera toujours dedans dans les deux sens. Donc la question de savoir si les masques chirurgicaux sont efficaces contre un virus, la réponse est non. Savoir si les masques FFP2 sont efficaces contre un virus, la réponse est non. Savoir si un masque a été lavé est efficace, la réponse est non. Dès lors que le masque il est lavé, quel que soit le type de lavage, que ce soit en machine, en ultrason, peu importe, avec de la terre, ce que vous voulez, le masque ne retient plus rien. Voilà. Il existe aujourd'hui 18 études scientifiques appuyées sur 1 millier d'études qui montrent que face à un virus, le masque ne sert à rien. Rien du tout. Les autorités vous ont menti. Ils vous ont menti pour voir votre degré d'asservissement et en même temps ramasser un peu d'argent au passage, car rappelons qu'ils se sont retrouvés avec des millions de stocks qu'il fallait bien écouler quelque part. Par rapport aux spécialistes qui interviennent sur les plateaux des médias mainstream, Oula. comment fait-on pour vérifier leurs liens
voir leur conflit d'intérêts. Je sais que tu avais un bon site pour ça, si ça D'accord. intéresse des gens. Bon, on va être très clair et puis après ils peuvent m'attaquer, hein, c'est pas un souci. Euh, Aujourd'hui, tous les soi-disant spécialistes que vous voyez sur les plateaux de télé sont tous en conflit d'intérêts et travaillent tous pour les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins. Et je dis bien tous. Et je vais vous donner un exemple que je trouve choquant. Quand vous prenez la présidente de la Haute Autorité de Santé, qui travaille pour Novartis, qui fabrique le vaccin Pfizer, et qui est sous contrat avec eux, touchant sûrement plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, et qui est aussi sous contrat avec le laboratoire Servier, qui vient d'être condamné, là, cette année, pour avoir tué des gens, dont l'ANSM, l'agence du médicament, elle aussi vient d'être condamnée à 303 000 euros d'amende pour avoir permis ce genre d'homicide. Ils appellent ça homicide involontaire, moi j'appelle ça des meurtres. Posez-vous cette question. Alors, allez sur Euro, E-U-R-O, plus loin fort, F-O, enfin F-O-R, plus loin doc. Voilà, comme le professeur Raoult l'a précisé dans une interview. Et vous verrez que tous les spécialistes que vous entendez sont en conflit d'intérêts. Alors, ne vous fiez pas à la somme qui est inscrite, car ils déclarent leurs avantages, mais ils ne déclarent pas l'argent qu'ils touchent dans les contrats. En violation de la loi, bien sûr, puisque la loi prévoit qu'ils ont l'obligation de déclarer leurs revenus, mais ils ne le font pas. Voilà. D'ailleurs, pour mettre, on va dire, un petit coup dans l'épée, monsieur Yazdan, je vous prierai d'arrêter de changer votre prénom afin de faire croire que vous ne touchez pas grand-chose, sachant que quand on tape votre nom et votre prénom, il s'avère que vous avez déclaré toucher 3 000 euros, alors que quand on retrace votre numéro RPPS, il s'avère que vous avez touché plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, juste comme ça au passage. Pourquoi je cite votre nom? Parce qu'on va revenir sur votre cas plus tard. Un petit mot sur ce qui se passe en Outre-mer. Bon. Je ne m'attendais pas à cette question. Non. Car nous, on ne fait pas de politique. Et il est interdit de faire de la politique dans notre organisation. Ceci étant dit, prenez conscience d'une chose. Si nous, les juristes ou les avocats à travers le monde, ou même certains juges, mettons en place des plaintes pour essayer de défendre l'espèce humaine, il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de cette panade. Et je reviendrai dessus pour vous expliquer comment. Et quant à l'outre-mer, je vous encourage à continuer à vous défendre. Car quand un État envoie la police, envoie l'armée pour réprimer son peuple avec des armes, alors en sens du droit international, nous sommes déjà dans un crime contre l'humanité. J'aimerais qu'on revienne sur la partie que tu montreras au montage, hein, même si les gens voient que c'est un montage, c'est pas grave, concernant le rôle de l'Institut Pasteur et les différents acteurs. J'accuse le gouvernement français, avec mon groupe, et les différents avocats et juges avec qui je travaille en Europe, d'avoir fabriqué SARS-CoV-2. D'avoir, dès 2018, obtenu la technologie de gain de fonction afin de s'attaquer à l'espèce humaine. Et d'ailleurs, les travaux de l'Institut Pasteur, je peux vous annoncer, sont aujourd'hui dans différents instituts à travers l'Europe
afin de comparer le travail avec les Américains pour avoir la certitude que vous travaillez bien ensemble sur ce gain de fonction. Pour mettre en place le moyen de pouvoir pénétrer facilement, on va dire, l'ADN et les cellules humaines. Donc, j'accuse l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué SARS-CoV-2. J'accuse l'Institut Pasteur d'avoir fait un trafic de virus de MERS-CoV. J'accuse l'Institut Pasteur d'avoir fait disparaître 2345 échantillons de SARS-CoV. J'accuse l'Institut Pasteur d'avoir fait disparaître 10 fioles d'Ebola. J'accuse le gouvernement français d'avoir étouffé cette affaire. Ce même gouvernement qui siège à l'Institut Pasteur. J'accuse Delfrécy, président du comité d'éthique scientifique, président du Conseil scientifique français, d'avoir mis en place et d'avoir incité les différents acteurs de notre gouvernement de lever tous les verrous concernant l'expérimentation sur l'être humain, et je vais citer certaines choses. Notamment, dans un des rapports, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ARN, applications militaires, enjeux financiers, modification du génome humain. Si des recherches sont menées et des découvertes effectuées sur des modifications au niveau de l'embryon, notamment la tentation va évidemment être très forte de les appliquer, y compris en vue de faire naître des enfants dans le futur. Se font jour par ailleurs sur ces questions, ainsi que vient d'en témoigner M. Choulika, d'énormes enjeux financiers, en outre d'importants enjeux financiers et des brevets résidant derrière CRISPR. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CRISPR, c'est la technologie ARNM aujourd'hui qui est employée pour vous mettre ce produit expérimental dans vos veines. Ainsi, 3 mois avant la pandémie, M. Delfrécy, dans son rapport remis au gouvernement, je cite, « La modification ciblée du génome est l'un des outils en développement de recherche biologique et médicale du futur. La technique CRISPR-Cas9 est emblématique des techniques émergentes dont les cibles sont universelles, susceptibles de modifier profondément, voire globalement, certains comportements humains, ainsi que notre environnement. Plus globalement, la modification du génome pourrait être détournée de tout objectif de santé et utilisée pour le développement d'armes redoutables, bactéries ou virus résistants, perturbations épigénétiques d'individus et populations. » Dans un autre rapport, il a demandé au gouvernement que soient mis à la disposition de ces laboratoires pharmaceutiques tous les moyens afin qu'ils puissent accéder, je cite, à une expérimentation. Fermez les guillemets. Les différents acteurs sont Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, qui a tenté, dans le projet de loi 2187, de modifier le code civil et le code de santé publique afin de lever toute interdiction sur le travail du génome humain et notamment sur le travail des embryons transgéniques. Loi qui n'a pas pu passer puisque
à la demande d'un comité parlementaire, l'article 17 de cette loi a été supprimé dans une procédure extrêmement rare qui est la procédure prioritaire. Toutefois, son mari Yves Lévy, qui siège au conseil d'administration Rothschild, et Yazdapana se servent de l'Institut Pasteur à l'étranger par l'intermédiaire du général Yves Buisson et l'ex-colonel, maintenant général Christophe Rogier, pour des recherches biomilitaires via l'Institut Pasteur en Asie, qui concerne l'Institut de recherche biomédicale des armées, IRBA. Enfin, ce même général Yves Buisson vient d'être parachuté à la commission des maladies infectieuses de l'Académie nationale de médecine, et Yazdapana est envoyé sur les plateaux télé pour nous expliquer que ces produits expérimentaux sont super. Enfin, j'aimerais qu'on m'explique comment une puissance étrangère, comme M. Peter Piot, peut siéger à l'Académie nationale de médecine alors qu'il était directeur du London School of Hygiene and Tropical Medicine en 2010, qu'il est Senior Fellow à la Fondation Gates et qu'il a touché 185 millions de dollars et 170 millions de dollars en Wellcome Trust et qui est conseiller personnel de Ursula, bonjour, on va reparler de vous dans un instant, auprès de la Commission européenne et qui siège au conseil d'administration de Novartis, lequel fabrique les ARNM pour Pfizer par l'intermédiaire de candidats vaccins CVnCoV de CureVac. Je rappellerai que l'Académie nationale de médecine est sous l'autorité directe du président de la République et qu'elle ne répond à personne. Monsieur Macron, on y reviendra. Il semblerait que vous, donc le CSAPE, ayez collaboré avec les pompiers pour une plainte qui a été déposée à la Cour européenne des droits de l'homme. Tout à fait. En fait, nous avons collaboré à plusieurs avocats à travers l'Europe sur le travail qui a été monté par Guy Froment, qui est un des responsables des pompiers au niveau national. Et on a veillé d'un point de vue juridique, un, à ce que sa plainte tienne la route, et deux, qu'on puisse lui amener des éléments complémentaires. C'est pour ça que nous avons demandé à plusieurs scientifiques à travers l'Europe de bien vouloir faire ce qu'on appelle une demande de tiers intervenant, qui permettrait à des scientifiques de pouvoir amener des éléments complémentaires à la Cour afin qu'elle puisse prendre sa décision. D'ailleurs, j'invite tous les avocats de cette planète, ainsi que tous les scientistes ou scientifiques, suivant la langue que vous parlez, de prendre contact avec nous, afin que chaque pays puisse faire une demande tiers intervenant, car la décision de la Cour va impacter sur la totalité des nations pour les 30 prochaines années concernant, on va dire, cette histoire de vaccination expérimentale. Le professeur George Church, lorsqu'il a été interrogé par ce groupe parlementaire sénatorial et de l'Assemblée nationale, dont certains aujourd'hui ont tenté de faire voter des lois pour soit mettre des amendes aux parents qui refusaient cette injection expérimentale vis-à-vis de leurs enfants, soit rendre ce produit expérimental obligatoire pour toute la population. Ces mêmes parlementaires qui faisaient partie donc de ces différents rapports savent, qu'ils ont le moyen technologique de modifier l'ADN humain et notamment d'intervenir sur la descendance. Savent également, je cite, ce sont leurs propres paroles, pourquoi vouloir assouplir
cette interdiction absolue, il me semble que la réponse à cette question est à chercher du côté de la technique des ciseaux génétiques, scientifiquement dénommée CRISPR-Cas9. Elle permet de mettre en œuvre au niveau de la cellule des ciseaux génétiques à base de protéines qui font automatiquement muter des séquences d'ADN sans injection d'ADN extérieur. Autrement dit, cette technique permet d'introduire un gène à la place d'un autre et d'en supprimer. Les ciseaux génétiques créent des mutations facilement et à un coût dérisoire. Cette technique désormais bien connue révolutionne la fabrication d'OGM. Monsanto en possède une licence d'utilisation pour créer des semences génétiquement modifiées. Fin 2018 en Chine, elle a permis la naissance des premiers bébés OGM. Le chercheur vient d'être condamné à 3 ans de prison. La levée même partielle de l'interdit chimérique et transgénique permettrait à CRISPR-Cas9 de passer officiellement de la sémence agricole à l'humain. La nouvelle loi pourrait donc ouvrir la voie à l'industrialisation de la modification génétique des embryons humains et à une vitesse encore jamais atteinte. Considérant que cette technique n'a pas de portée médicale potentielle pour soigner des êtres humains déjà nés, on voit mal quelle finalité pourrait découler de cette autorisation de libéraliser la recherche, si ce n'est la possibilité d'engendrer des êtres humains génétiquement modifiés. Ceci est le texte des parlementaires qui se sont opposés à la loi d'Agnès Buzyn, loi 2187, qu'elle a tenté de passer en force en juillet 2019, qui était appuyée par le rapport de Delfrécy, remis aussi au gouvernement en juillet 2019, afin de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, à savoir vous injecter un produit expérimental dans vos veines pour voir quels seront les effets épigénétiques sur l'être humain. Car l'INSERM a obtenu de l'Académie de médecine en préaccord l'autorisation de travailler sur des embryons humains s'ils arrivaient à démontrer qu'ils maîtrisent entièrement cette technologie et notamment sur les risques de fuite, à savoir que quand vous utilisez cette technologie, l'ADN ciblé par ce produit à travers la protéine Spike peut d'un seul coup se diriger vers ce qu'on appelle une cellule jumelle. Et là, on ne sait pas trop ce qui peut se produire. Modification de votre brin d'ADN, décès, mutation, vieillissement accéléré. Enfin, nous en reparlerons aussi. Nous savons que la Cour pénale internationale a touché un pot de vin. Et nous nous posons cette question. Vous, monsieur le procureur Khan, alors que vous étiez saisi de plaintes pour crimes contre l'humanité et génocide à travers la planète, vous avez systématiquement, par un courrier type, rejeté toutes les demandes en les archivant en attente d'éléments complémentaires. Alors que, le lendemain d'avoir reçu la plainte française, dans la semaine qui a suivi, vous avez pris un jet privé afin de rencontrer 2 personnes qui étaient mises en accusation, le ministre de la Justice Moretti et la ministre de la Défense.
Donc je vous pose la question. De quel droit êtes-vous venu en France discuter des chefs d'accusation contre Moretti et contre la ministre de la Défense, alors qu'il ne s'agissait pas d'un voyage officiel, qu'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous pris de longue date avec le ministère et que vous n'apparaissez même pas au niveau des rendez-vous officiels du ministère. Voilà. Je vous pose la question, de quel droit vous avez pris un jet privé pour rencontrer et discuter des éléments d'accusation contre Moretti et la ministre de la Défense. Et s'il vous venait à dire que tout ceci est un mensonge, je vous avertis de suite. Non seulement nous avons les éléments écrits, que vous l'avez bien rencontré ces deux personnes, mais on vous a aussi en photo en train de faire le guignol avec Moretti. Voilà. Ça, c'était pour la partie de monsieur le procureur Kahn, fraîchement élu par les États et qui n'a de cesse de violer le statut de Rome. On reviendra à vous plus tard, monsieur le procureur. On n'a pas dit notre dernier mot. J'ai accusé l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le virus et que Yuan travaillait sous supervision de la France, dont la France versait, je crois, c'est 1 million d'euros tous les ans pour le fonctionnement de Yuan, qui était aussi co-financé, alors je ne vais pas dire par les Américains, mais par FOSI, hein, puisque le Sénat américain avait retiré le financement. Et quand il y a eu cette fameuse, soi-disant, fuite accidentelle du laboratoire de Yuan, la France s'est empressée de dire qu'elle ne travaillait plus pour Yuan et avait pris, on va dire, comme preuve, à témoin, un scientifique chinois qui avait tapé sa colère devant les caméras, disant que c'était scandaleux, que la France les avait trompés, etc., etc. Alors, vous n'avez pas de bol hein, quand même, hein, l'Institut Pasteur et le gouvernement français. Voyez-vous, ce qui est formidable avec l'Internet, c'est qu'on peut tout retrouver quand on sait bien s'en servir. Alors, la France déclare que l'Institut Pasteur ne travaille plus pour les Chinois depuis la remise du fameux laboratoire P4. Alors, bien sûr, on mettra les documents sur la vidéo. Ceci est un document officiel, bleu, blanc, rouge, voilà, signé par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Voilà, où dedans nous avons donc toutes les personnes concernées, à savoir l'ambassadeur de Chine en France, Zhai Zhen, le secrétaire du parti de Chine, Chen Yingxing, le maire de la ville de Yuan, Yan Yang, l'Académie des sciences de Chine, Cheng Yangming, et le mari d'Agnès Buzyn, hein, bien sûr, Yves Lévy. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Et le gouverneur de province, bien sûr, Yang Xiaodong. Donc, cette lettre de Cazeneuve, hein, j'insiste bien, hein, monsieur Cazeneuve, si vous signez des documents dont vous ne connaissez pas la teneur, tant pis pour vous, hein, détermine avec exactitude quelle est la mission de la France à Yuan. Et ce même document est appuyé ensuite par, donc, on va dire, une déclaration officielle au sein du ministère de l'INSERM dirigé par Yves Lévy, qui dit textuellement que
la France va financer le laboratoire Yuan et que les travaux de recherche seront menés sous l'égide de l'INSERM, à savoir l'Institut Pasteur, et d'après les travaux de recherche de l'INSERM, donc de l'Institut Pasteur. Tout ça pour dire que quand vous déclarez que, à la suite de la remise du laboratoire P4, et suite à une embrouille entre les Chinois et puis la France, vous ne travaillez plus pour les Chinois, il va falloir que vous expliquiez quelque chose. Ceci est un document du ministère de l'Europe des Affaires étrangères. Ah. Alors, ce document date du 3 juillet 2020. Entendez bien, 3 juillet 2020. Le co-directeur de l'Institut Pasteur n'est autre que Malice Pieris. Alors, Malice Pieris, qui est une sommité dans son pays au niveau des recherches scientifiques, le 3 juillet 2020, démissionne et cède sa place à son confrère, Léo Poon. Je vous rappelle qu'au début de la vidéo, j'avais dit qu'en 2004, l'Institut Pasteur s'appuyait sur les travaux de recherche de Léo Poon. Le 3 juillet 2020, Léo Poon devient co-directeur de l'Institut Pasteur. Pourquoi je vous parle de ça? 1. Pour démontrer que l'Institut Pasteur travaillait toujours à Yuan. 2. Parce que Pieris et Léo Poon sont les superviseurs de Li Mengyang, qui est l'enquêtrice scientifique qui a enquêté sur la fuite du laboratoire de Yuan et qui a révélé que Yuan travaillait sur des armes biologiques militaires. Aujourd'hui, Li Meng est réfugié aux États-Unis puisque sa vie a été menacée et que sa collègue de travail a disparu. Ou elle est décédée, on ne sait pas. Donc, j'affirme, et je continue à affirmer, l'Institut Pasteur a bien fabriqué SARS-CoV-2 dans le but de s'attaquer à l'espèce humaine avec la complicité du laboratoire de Yuan qui travaillait sous supervision de l'Institut Pasteur, avec la complicité de Fauci aux États-Unis, et la pandémie n'a que pour objectif, 1. À travers un test bidon, RT-PCR, qui en fait ne relève absolument pas si vous êtes malade ou pas malade. Et comme l'inventeur Karim Ulysse est décédé, je ne parlerai pas de ce que Karim Ulysse a déclaré. Mais le RT-PCR, c'est un moyen de vous faire croire et avaler tout ce que vous voulez. Voilà. Donc le test RT-PCR voilà, n'est pas là pour vous dire que vous êtes porteur du Covid-19. Il est là en fait pour voler votre séquençage génomique afin d'alimenter les bases qui se trouvent à l'Union européenne et en Chine, à Shenzhen et à Yuan, afin qu'ils puissent travailler sur cette fameuse médecine prédictive qui, demain, quand un enfant naîtra, on dira, tiens, celui-là, il est prédestiné à être un clochard ou prédestiné à être un scientifique. Le clochard, on va l'évacuer par la poubelle, et le scientifique, on va lui donner toutes ses chances. Pourquoi je dis ça, vous allez comprendre dans un instant. Il s'avère, toujours par le Freedom Information Act, qu'il y a eu une enquête aux États-Unis où le docteur Stanley Plotkin a été interviewé sous serment. Ce médecin a accusé les laboratoires pharmaceutiques, dont l'Institut Pasteur, avec qui ce médecin travaillait, ainsi que la FDA, de faire du trafic de fœtus humains, de les découper en petits morceaux
chaque partie, jambes, bras, cœur, foie, peau, cheveux, et vous comprendrez pourquoi cheveux dans un instant, et de les introduire dans les vaccins. Excusez-moi, c'est parce que c'est ultra dégueulasse. Dedans, il informe que le CDC, l'OMS, le NIH et d'autres organisations sont parfaitement au courant. Dans ce même témoignage sous serment, ce scientifique révèle qu'il a utilisé des fœtus avortés viables, c'est-à-dire que ces fœtus avaient toute capacité de vivre en dehors de l'utérus. A contrario de ce qui vient d'être déclaré ces 2 derniers mois par les laboratoires pharmaceutiques, notamment Pfizer et la FDA. À la question, utilisez-vous des fœtus humains, non pas pour tester les vaccins, mais bien dans le vaccin? La réponse est oui. Avez-vous découpé le cœur de ces fœtus? La réponse est oui. Avez-vous découpé les poumons de ces fœtus? La réponse est oui. Avez-vous utilisé la peau de ces fœtus? La réponse est oui. Combien de fœtus avez-vous utilisé par vaccin? La personne avait déclaré 2, mais il s'avère après enquête, et le médecin entendu sous serment a révélé l'exactitude de ces documents. Par vaccin, ils ont utilisé 76 fœtus. Pour tester ces vaccins à base de fœtus humains, afin de ne pas éveiller les soupçons, ils ont utilisé des orphelins, des mères en prison avec leurs enfants et des handicapés qui n'avaient aucun lien social. Il révèle également que les vaccins créent différents effets secondaires, notamment l'autisme. Et on va faire court avec d'autres maladies parce que j'ai tellement de pages sur le sujet que ça devient dégueulasse. Il avoue, ne serait-ce que pour faire une comparaison concernant ce qu'on appelle les études randomisées sur la grippe. Par contrôle placebo, que les personnes recevant le vaccin, ce qu'on appelle le groupe cible, avaient 4 fois plus d'infections respiratoires que le groupe placebo. Que l'industrie pharmaceutique utilise des moyens colossaux financiers concernant les revues scientifiques contre toute étude qui serait en rapport contre le vaccin. Ce scientifique a été interrogé pendant 9 heures. 9 heures. Je rappelle que c'est en 2018 et c'est un interrogatoire sous serment. Donc nous avons gratté. Ceci est un document officiel américain, voilà, sénatorial, confidentiel, Human Fetal Tissue Research, contexte et controversie. Dans ce rapport,
où je rappelle que est accusé l'Institut Pasteur, la FDA, de faire du trafic de fœtus humains, de les découper en morceaux comme de la viande hachée, et de l'utiliser ensuite dans les vaccins, et ensuite ces mêmes vaccins sur des orphelins, des handicapés ou des mamans en prison avec leurs enfants. Ce rapport dit ceci: la lettre des membres du Congrès exprime leur inquiétude quant au fait que des tissus pourraient avoir été obtenus par le biais de procédures d'avortement illégales. Nous sommes alarmés par les documents publics obtenus par la National Institute of Health, le NIH, qui montrent que l'université de Pittsburgh a peut-être violé la loi fédérale en modifiant les procédures d'avortement pour prélever des organes sur des bébés qui étaient assez vieux pour vivre en dehors de l'utérus, citant les législateurs. Voici un des documents Freedom Information Act obtenus par la justice, des emails personnels de la FDA qui fait 170 pages, donc je vous ai sorti que 3 pages, où dedans, ils demandent si toutes les commandes sont OK, disant qu'ils ont un fonds de réserve de 15 000 $ et que la note concernant les fœtus avortés demandés, frais et non congelés, à payer est de 24 000 $. Je ne vous sors pas les 165 pages, mais juste ce petit tableau-là, parmi tant d'autres, qui vous montre bien qu'il s'agit bien de Human Fetal Tissue. Mais c'est toujours pas suffisant. Je vous ai parlé à un moment donné de la vidéo de plusieurs rapports sénatoriaux et de l'Assemblée nationale, en fait les deux chambres du Parlement, qui avaient invité George Church, qui est le plus grand spécialiste mondial de la modification de l'ADN humain et du gène drive et de la transplantation interespèce, donc mélanger l'homme et l'animal, et toujours dans l'acte Information Freedom. Donc sortez vos enfants, s'il vous plaît. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'ils font dans vos vaccins. Regardez bien. Regardez bien. Et une fois que illégalement ils ont retiré des fœtus ou des bébés qui sont prêts à naître, voilà ce qu'ils font. Je vous l'ai mis en français. Voilà. Voilà ce qu'ils font. Je vais vous lire. Développement de modèles humanisés de souris et de rats avec une peau humaine de pleine épaisseur et des cellules immunitaires autologues. Développement de la peau humaine et des tissus lymphoïdes. Ils font des expériences avec de la chair humaine sur des animaux pour voir si on peut croiser nos ADN.
Alors, aujourd'hui, mon intervention, quel que soit le type de menace qu'on peut recevoir, ou que ma vie soit en danger, ou la vie des collaborateurs avec qui je travaille dans le monde soit en danger, peu importe, on a pris la décision d'aller jusqu'au bout, de vous combattre. Nous détenons plus de 10 000 documents scientifiques à travers toute l'Europe et à travers les États-Unis. J'en appelle aux magistrats français. Voilà. Si vous voyez cette vidéo, de prendre contact avec nous, de diligenter des enquêtes, de mettre un terme à cette folie. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y a jamais eu de pandémie. Le taux pandémique avant le soi-disant Covid-19 était de 170 cas avant de pouvoir déclencher une pandémie. Notre cher Monsieur Président de la République, qui s'est vu financer sa campagne électorale par les laboratoires pharmaceutiques et aussi par des, on va dire, des bienfaiteurs américains, par un conseil de défense, voilà, a fait sauter ce taux de 170 cas à 50. Je rappellerai que pendant cette crise, il y a eu en moyenne 65 cas de diarrhée aiguë. Je n'ai pas vu de déclenchement de pandémie concernant la diarrhée aiguë. Le taux fin 2018 pour déclencher une pandémie était 170 cas et au niveau mondial entre 150 et 200 cas. La France a fait chuter ce taux à 3 fois sa valeur et l'OMS a enlevé des normes le taux de décès et le taux de contaminés pour pouvoir déclencher des pandémies. Voilà. OMS, donc, je rappelle, est complice des laboratoires pharmaceutiques, aussi bien dans le trafic d'embryons humains que dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a une semaine, j'ai eu un entretien téléphonique avec le Parlement européen, dont j'ai garanti l'anonymat, car vous avez tous entendu parler d'une demande de fonds d'indemnité des victimes concernant le vaccin, entre guillemets, produit expérimental. Sachez que cette demande, en fait, ne sera jamais étudiée. Elle a été mise à la poubelle. Et voici le message, entre guillemets, de certaines personnes du Parlement européen. Ils ont les mains et les poings liés comme vous, et ils n'obtiennent aucune réponse à leurs questions. Mais voici ce qu'ils m'ont dit à la fin. Il y a d'autres méthodes que déposer plainte. Faire des demandes d'enquête. Et il appartiendra aux gens de descendre dans la rue. Voilà ce que moi je peux vous conseiller. N'ayez plus peur. Enlevez vos masques qui ne servent à rien. Quel est l'intérêt de vous faire porter un masque lorsqu'on sait, sans ambiguïté au niveau scientifique, qu'il ne vous protège pas et qu'il ne protège pas votre voisin, si ce n'est que de voir à quel point vous allez être docile. Êtes-vous prêt à mettre votre vie en danger pour une amende, pour un droit de travailler?
sortez dans la rue, tous. Vous êtes sortis en 1995 par millions pour stopper la réforme des retraites. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir de l'espèce humaine, de vos enfants. Sortez dans la rue, enlevez vos masques, ne portez plus les masques. La France a procédé à ce même type d'asservissement depuis le XIIIe siècle. Elle l'a fait pour les Africains, elle l'a fait pour les Juifs. Et maintenant, c'est le tour de vous tous. Enlevez vos masques. Trouvez des avocats courageux. Demandez des instructions judiciaires auprès des juges d'instruction. N'allez plus devant les tribunaux judiciaires ou administratifs qui mangent dans la main du gouvernement. Voilà. Demandez à des juges d'instruction d'ouvrir des enquêtes. Voilà. Pour remonter la chaîne de responsabilité. Quand vous enlèverez vos masques, alors il y aura peut-être une chance de faire marche arrière. En tous les cas, tous ceux qui rejoignent le CSAPE, c'est la première chose que je vous fais faire. Déposez les plaintes en instruction judiciaire et enlevez vos masques. Sortez dans la rue. Voilà. N'attendez rien de personne, d'aucun politique. Aucun. Ils sont tous en train de, comme m'a dit le Parlement européen, nous calculons pour voir si cela n'est pas une pente glissante pour nous. Voilà, une pente glissante. Nous avons contacté la quasi-totalité des hommes politiques en France sur le sujet. Tout ce que nous disons est appuyé par des preuves scientifiques, factuelles, des preuves gouvernementales. Et ces hommes politiques n'ont jamais pris la peine de nous rappeler. Ils se servent de la pandémie pour se faire, on va dire, un auditoire. Ah. Aujourd'hui, seul l'être humain, le citoyen, pourra arrêter tout ça. Voilà. Ils sont 10 000, nous sommes 68 millions. Sortez dans la rue. Ou alors vous serez responsable de ce qui vous arrive, responsable de la mort de votre enfant, responsable de l'handicap de votre enfant, responsable de la mort de vos grands-parents, responsable de l'handicap de vos grands-parents, ou de votre femme, ou de votre mari, ou de votre conjoint. Mais vous êtes seul responsable de laisser des fous, faire la plus grande démarche expérimentale sur l'être humain depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des fous. Le produit expérimental ARNM ne soigne de rien. Le variant est créé spécifiquement par le produit expérimental lui-même, par la protéine Spike. Et je ne vais pas rentrer dans un débat scientifique ou dans des données scientifiques que la plupart des gens ne pourraient pas comprendre, mais il existe une dernière étude, très récente. Une personne normale et en bonne santé. Le mécanisme NHEJ répare l'ADN et empêche une mutation pathogène de se produire. Donc dans le corps, nous avons un élément qui permet à l'ADN de se réparer. La présence de la protéine de pointe, donc la protéine de pointe, c'est la protéine Spike, du vaccin, supprime à 90% le NHEJ, donc ce fameux mécanisme qui permet de réparer l'ADN. Ce qui signifie qu'il est incapable de faire son travail en raison de la capacité supprimée à recruter des protéines pour la réparation. En conséquence, les erreurs, donc les anomalies suivantes sont
introduites dans les chromosomes à l'intérieur des noyaux des cellules humaines, toutes dues à la présence de la protéine de pointe des vaccins ARN-M. Les conséquences: mutation ou erreur, donc anomalie, dans la séquence génétique, donc dans votre ADN. Suppression des segments entiers du code génétique. Insertion de segments incorrects. Mélange et appariement, permutation du code génétique. Ces erreurs, anomalies, lorsqu'elles sont exprimées par division cellulaire et la réplication entraînent une explosion de cancers et de tumeurs cancéreuses dans tout le corps, perte de production de cellules B et T du système immunitaire, C-A-D, immunodéficience induite, troubles auto-immunes, vieillissement accéléré et longueur des télomères réduite, perte de fonctionnement du système organique complexe tel que circulatoire, neurologique, endocrinien, musculo-squelettique, etc. Dommages cellulaires rassemblant à un empoisonnement par rayonnement, car les cellules se détruisent de l'intérieur. Beaucoup de ces effets sont bien sûr fatals. D'autres vont accabler les victimes du vaccin de blessures débilitantes, horribles et dysfonctionnements d'organes qui nécessiteront toute une vie d'intervention médicale. La protéine de pointe pénètre dans le noyau cellulaire, là où il interfère avec le mécanisme de réparation de l'ADN, tel que décrit tout au long de cet article. Cela signifie, sans aucun doute, que les vaccins à ARN-M entraînent des altérations chromosomiques dans les cellules du corps. C'est la confirmation que de tels vaccins font effectivement des ravages dans l'intégrité génétique et présentent des effets secondaires qui n'ont pas été anticipés ou décrits par les partisans du vaccin ARN-M. Les preuves actuelles montrent que la protéine de pointe continue d'être produite dans le corps après l'injection initiale d'ARN-M. La protéine de pointe pleine longueur a entraîné la plus grande suppression du mécanisme de réparation de l'ADN MHEJ. La présence de la protéine de pointe interfère avec la fonction immunitaire normale et conduit à une immunodéficience, entre parenthèses, maladie semblable au sida. La suppression de la protéine de pointe du mécanisme de réparation de l'ADN NHEJ conduit également à une durée de vie réduite et un vieillissement accéléré. Alors, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, nous ne sommes pas des gens contre le vaccin, comme la plupart des gens l'ont dit. Voilà, j'ai fait partie des gens qui ont reçu tous les vaccins dans sa jeunesse. Mais faire croire qu'aujourd'hui l'ARN-M est un vaccin est un mensonge. Encore une fois, dans le seul but de pouvoir mener une expérience sur l'être humain. Ceci est un document médiatique par rapport aux déclarations de la lettre du Sénat américain sur les expériences et le trafic d'embryons humains qu'il y a entre la FDA, l'Institut Pasteur et les laboratoires pharmaceutiques. Voilà ce qui est dit sur les expériences de pièces de bébés, ouvrez les guillemets, au niveau nazi, à l'université de Pittsburgh, des responsables et une maman des médias. Après avoir appris que la Food Drug Administration, donc la FDA, a acheté des parties de corps de bébés avortés et a demandé qu'ils soient frais
et jamais congelé, vient une autre histoire qui ressemble à celle d'un film d'horreur ou de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont mené ce que l'on a appelé des expériences au niveau nazi, dont l'une consisterait à greffer le cuir chevelu des bébés sur des rats de laboratoire. Alors, pour ceux encore qui douteraient que le gouvernement français, italien, portugais et d'autres pays d'Europe, voilà, les présidents, les ministres qui nous gouvernent, certains députés, certains sénateurs, voilà, toucheraient des pots de vin sur des comptes offshore, voilà, ou qui financeraient leur campagne présidentielle par l'intermédiaire de pots de vin sur des comptes offshore. Nous détenons un rapport de 170 pages concernant les différents laboratoires qui ont été condamnés dans beaucoup de pays d'Europe pour corruption, pots de vin, qui ont même été condamnés à des peines de prison, mais ils ont tellement d'argent qu'ils ont été dispensés de peine. Il existe quand même un site qui s'appelle Good Job First. Voilà. Ceci, c'est Pfizer. Pfizer a été condamné à 4 milliards 660 millions 896 333 dollars pour infractions liées aux soins de santé, infractions liées au marché public, infractions liées à la sécurité, infractions liées à la concurrence, infractions liées à l'environnement, promotion hors AMM ou non approuvée de produits médicaux, fausse déclaration et connexes, violation de sécurité des médicaments et des équipements médicaux, pratique de corruption à l'étranger, violation de l'environnement. Ceci est Johnson & Johnson. Johnson a été condamné à 4 milliards 248 447 763 dollars pour infractions liées aux soins de santé, infractions liées au marché public, infractions liées à la sécurité, infractions liées à la concurrence, infractions liées à la protection des consommateurs, infractions liées aux AMM ou aux produits non approuvés, fausses déclarations, pratiques de corruption à l'étranger et pratiques anticoncurrentielles. Ceci est GSK. Je l'appellerai GSK car en France il est plus connu par ce nom-là, GSK. GSK a été condamné à 7 milliards 822 200 258 dollars. Alors il faut savoir que GSK a souvent été initiateur de colloques privés où tous les ministres français étaient invités, tous, depuis plus de 20 ans. Voilà ce qui est dit sur GSK. Violation et infraction financière. Infractions liées aux soins de santé.
infractions liées à la sécurité, infractions liées au marché public, infractions liées à la concurrence, infractions liées au fiscal, infractions liées aux AMM et aux produits non approuvés, violation de sécurité du médicament et des équipements médicaux, fausses déclarations et connexes, et, entendez bien, car ce mot est répété 2 fois, pot de vin et pot de vin. Pot de vin, pot de vin. Voilà. 125 millions de dollars pour pot de vin. Pour finir, sachez que le patron de Gilead, entreprise étrangère, a participé à des conseils de défense avec notre cher et tendre président de la République pour déterminer si oui ou non il existait un traitement et interdire purement et simplement la chloroquine afin d'autoriser son remdesivir qu'il n'avait pas pu vendre lors d'une autre campagne à l'étranger et qu'il fallait qu'il se débarrasse. Voilà dans quelles conditions on est en train de vous faire croire qu'il existe une pandémie grave pour votre santé, sachant que les plus grands scientifiques de cette planète ont déterminé que le taux de mortalité était de 0,03% au niveau mondial. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si je relève les pandémies qu'il y a eu à travers le monde depuis l'an 200 jusqu'à aujourd'hui, quand à l'époque on parlait de pandémie, on parlait minimum de 20 ou 50 millions de morts. Voilà. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y en a jamais eu. Et vous faites face à une arme biologique qui crée une grippe un peu plus violente que la grippe normale. Comme ça leur permet, 1, de pouvoir voler votre génome, et 2, pouvoir mener des expériences sur vous avec un produit expérimental, car ils n'auraient pas pu le faire autrement. D'ailleurs, le patron de Monsanto a annoncé publiquement que grâce à cette pandémie, ils avaient pu faire cette expérience. Tout le monde a entendu parler que Ursula, présidente de la Commission européenne, avait remis un prix avec le PDG de Pfizer en se serrant très chaudement dans les bras par l'intermédiaire de la société Atlantic Council, qui est un lobbyiste américain, dont il faut le savoir que notre cher et tendre président, M. Macron, fait participer cette société à des réunions privées par visioconférence à l'Élysée pour avoir sa vision sur la stratégie nationale. La Commission européenne, qui refuse de répondre aux parlementaires européens sur les conflits d'intérêts que Ursula pourrait avoir avec Pfizer, pose des questions. Ursula, bonjour. Combien a touché ton mari, Heiko, sur l'accord qui a été signé de 36 milliards de dollars, voire même 48 milliards de dollars, soit 1,8 milliard de doses de produits expérimentaux Pfizer, dont il semblerait qu'il existe une commission de performance. Ton mari, qui touchait 360 000 dollars par an, s'est vu subitement propulsé au conseil d'administration avec un bonus de 1 million de dollars par an dans la société pharmaceutique spécialisée en ARNM appelée Orgenesis, qui travaille pour Pfizer. Il semblerait que toi, ton mari, Pfizer, ayez échangé des SMS
et que ces SMS ont disparu. C'est très pratique. Mais on va y revenir. L'estimation est faite à minima. Donc, la commission de performance estimée à 2%, semblerait-il, et remplit les poches de ton mari pour nourrir vos 7 enfants de 768 millions de dollars. Alors il semblerait que chez toi, ça soit une habitude d'être dans la corruption. Car il est vrai que tu as fait l'objet de poursuites pour corruption avec de l'argent public en Allemagne pour un montant de 700 millions de dollars, où là encore, tout le contenu de ton téléphone a disparu. De même qu'il semblerait que tu aies obtenu ta thèse de doctorat par un faux en écriture en reprenant le travail d'une autre personne. Il est vrai que chez toi, la corruption marche à grands pas. Étant ex-ministre de la Défense auprès de l'ex-chancelière Merkel, peut-être qu'un jour tu nous expliqueras le fameux compte offshore de plusieurs millions de dollars qui a servi à arroser les parlementaires allemands. Mais je laisse le soin un jour à une justice courageuse d'enquêter là-dessus. Enfin, sachez qu'il existe un fonds d'investissement extrêmement puissant qui s'appelle Vanguard, qui détient Orgenesis, Pfizer, BlackRock, GSK, qui a arrosé les parlementaires et les ministres et les présidents français, Rothschild Investissement, Edmond de Rothschild Holding, Orzinisi en Italie, Bush aux États-Unis, Dupont, Morgan, Vanderbilt, Rockefeller, y compris la famille royale britannique, et 90% des institutions médiatiques aux États-Unis. Pfizer a signé avec Orgenesis la partie des tests scientifiques et cliniques et a breveté le projet d'ARNM avec BioNTech. Alors, je leur ai dit encore une fois, combien ton mari, Heiko, a touché pour que tu signes ces contrats au nom de la commission, alors qu'il avait un revenu de 300 000 dollars, qu'aujourd'hui son revenu est estimé à 1,5 million de dollars par un transfert chez Orgenesis, dont il semblerait que, avant même ce transfert, il était déjà consultant au sein de Orgenesis, et que l'estimation de ce qu'aurait pu atterrir dans ses poches, et donc dans les tiennes, est de 768 millions de dollars. Maintenant, il reste à savoir si Vanguard détient des fonds milliardaires comme Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, et sûrement des politiciens comme Biden, par l'intermédiaire de la société de son fils Hunter. Alors, Monsieur le Président Macron, je vous pose la question. Lorsqu'on fait rentrer des puissances étrangères dans la gestion nationale d'un pays, comment cela s'appelle? En matière constitutionnelle, ça ne serait-il pas une trahison? Je laisse le soin aux gens et aux parlementaires de s'interroger là-dessus. De quel droit vous faites rentrer des puissances étrangères dans la gestion nationale du pays? Et donc, combien avez-vous touché? Les variants sont créés par ce produit expérimental, ce qu'on appelle donc les variants recombinants. Et sachez une chose, c'est que nous avons pu comparer plusieurs contrats à travers la planète, non caviardés, donc c'est-à-dire qui n'est pas
gribouillé de noir où les parlementaires européens n'ont pu rien savoir. D'ailleurs, dans les contrats, il est spécifié que Pfizer, ses collaborateurs ou ses filiales ne sont pas responsables des variants recombinants qui seraient créés par ce produit expérimental, ou même de toute modification qui sera apportée à SARS-CoV-2. Et entendez bien, ceci est dans les contrats, donc bien avant que le produit expérimental soit sur le marché. Tout le monde sait que les laboratoires pharmaceutiques sont exempts de responsabilité par signature des gouvernements. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, non seulement ils ont une irresponsabilité, mais les contrats auront une durée de vie au-delà de leur terme ou de leur résiliation 10 ans après. Ainsi, il a été demandé à tous les gouvernements, 1. de mettre en gage des actifs nationaux, 2. de modifier ou d'abroger des lois qui mettraient en péril Pfizer, ses filiales et ses collaborateurs. Voilà pourquoi j'accuse le président français et d'autres d'être aux mains et de servir des puissances étrangères. Parce que ce que vous faites ne repose sur aucune donnée scientifique sérieuse, et même d'ailleurs aucune donnée scientifique. Vous avez inventé le nombre de cas, vous avez inventé le nombre de morts. D'ailleurs, vous avez fait parvenir des notes de service pour, je cite, « toute personne décédée sera automatiquement inscrite comme décédée du Covid. Il appartiendra aux familles de prouver que ce n'est pas le cas. » Enfin, sachez une chose, il va y avoir des effets secondaires graves, des retombées énormes avec ce produit expérimental. Et ils ont déjà prévu comment y répondre, en vous faisant croire à une nouvelle pandémie qui s'appellera Marburg. Voilà, afin de justifier tous les incidents qu'il va y avoir avec ce produit expérimental. Enfin, si vous prenez le réseau Sentinelle depuis le début de cette pandémie, non seulement vous verrez que tous les chiffres lancés par le gouvernement sont fabriqués, mais au surplus, aujourd'hui nous sommes en mesure de prouver que le nombre de décès a été déclenché et amplifié par 3 choses. 1. Quand il y a eu le confinement, le nombre de morts a augmenté exponentiellement, puis s'est rabaissé quand le confinement a été arrêté. Entre janvier et février, il y avait 0 mort. La deuxième augmentation des décès a eu lieu au moment où le gouvernement a lancé le couvre-feu. Et au même moment du couvre-feu, ils ont déclenché l'obligation déguisée vaccinale. Et là encore, on constate entre le début de cette soi-disant pandémie et l'obligation vaccinale déguisée qu'il y avait 0 mort. Voilà. Nous tenons ces documents et on les mettra à la disposition de la justice. Salut Nikita, nous reprenons l'interview puisqu'on a dû pour des raisons techniques interrompre. Donc aujourd'hui, ça se fera par visioconférence. Je tenais à ce que tu me contactes parce qu'en fait, il y a des éléments nouveaux et il y en a un petit peu marre qu'on dise tout et n'importe quoi chez les médias, notamment concernant Omicron. Il faut savoir qu'Omicron n'est absolument pas naturel. Il y a un chercheur qui s'appelle le professeur Trevor Bedford, qui est un virologue informaticien
qui a fait des recherches avec une simulation accélérée et qui a déclaré ceci. Il ne semble appartenir à aucune branche évolutive qui ont émergé. Omicron émerge comme une ligne droite d'une souche de mai 2020, n'ayant aucune ressemblance avec les autres souches. Il n'y a pas de précédent pour que cette bizarrerie se produise dans la nature. Cependant, il existe un précédent pour cela dans les pandémies de fuite de laboratoire, notamment une grippe russe en 1977. Il n'y a aucun signe de matériel génétique animal dans le génome. Il y a des insertions d'ARN humain, ce qui suggère un hôte humain. Il existe une caractéristique curieuse d'Omicron qui laisse entendre qu'il a été modifié en laboratoire. Omicron a 25 mutations non synonymes et une seule mutation de pointe, synonyme par rapport à son ancêtre commun le plus récent, AV1. S'il s'agissait d'un événement naturel, ce rapport devrait se situer quelque part entre 25 à 50 et 25 à 100. Voilà. Donc, Monsieur Raoult, comme je sais que vous travaillez sur le sujet, au lieu de comprendre le fonctionnement d'Omicron, ça serait bien déjà de connaître son origine. Enfin, il y a des chercheurs qui ont analysé les lots et les groupes de lots des différents laboratoires, Pfizer, Moderna, et il s'avère qu'ils détiennent un code alphanumérique retraçable avec une toxicité différente, non aléatoire et prédéterminée. Ça veut dire qu'ils savent avec exactitude à qui ils l'injectent, à quel moment ils l'injectent, à quel endroit qu'ils l'injectent. Là où c'est grave, c'est que ce rapport fait état de toxicités différentes avec des effets secondaires allant du plus ou moins grave au très grave, voire entraîner le décès. Donc là, on est dans la prédétermination, on est dans le meurtre. Pour que les choses soient très claires sur le sujet, ça ne va pas être compliqué. Je vais te fournir les documents que tu mettras sur cette vidéo. Et ça confirme ce que disait l'ex-responsable infirmière en Slovénie concernant le numérotage des lots, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'ils ont fait une espèce de codage qui permet de retracer chaque fiole sur chaque individu. Enfin, concernant la corruption des laboratoires comme Pfizer, il existe des précédents en France, notamment Pfizer qui avait versé des pots de vin sur des comptes offshore afin d'arroser les futurs présidents de la République de façon à influer sur la politique nationale. Et le premier à avoir révélé ça, c'est l'ex-ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, qui, ne voulant pas tomber tout seul, a déclaré à une cour de justice que Pfizer avait bien versé des pots de vin dans les présidentielles pour influer le futur président. Dans le même temps, un peu plus tard, tu as eu une parlementaire qui a été reconnue coupable en justice dans les mêmes conditions de corruption pour avoir influé sur le Mediator qui a tué des milliers de personnes et dont cette année, par exemple, la NSM s'est pris 303 000 € d'amende pour homicide involontaire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit précédemment, moi j'appelle ça des meurtres. Enfin, là, ça devient très intéressant et que les gens, il faut bien qu'ils comprennent quelque chose. Nous sommes en période présidentielle. Alors nous, il est interdit de faire de la politique dans notre groupe, je te l'ai dit. Par contre, notre job, c'est de relever la corruption. Alors, il faut savoir que Emmanuel Macron s'est allié avec Valérie Pécresse, qui se présente aujourd'hui au présidentiel, dans la vente d'Alstom aux Américains General Electric. Dans cette vente, il faut savoir qu'il y a eu 30 milliards qui ont été distribués aux différents intervenants. Et donc, Madame Pécresse, je vous pose la question, combien votre mari a touché de pots de vin? Alors, voilà la réponse. Quand General Electric a racheté Alstom, ils ont viré quasi tout le monde, mais ils ont gardé le numéro 2 d'Alstom. Et le numéro 2 d'Alstom est le mari de Valérie Pécresse. Alors, selon nos sources, il a touché
en rétrocommission ou en commission de performance, appelez ça comme vous voulez, 2 millions d'euros. Voilà, 2 millions d'euros qui ont été tout droit dans ses poches et donc dans les poches de Valérie Pécresse. Enfin, il faut que vous sachiez ce qu'on appelle le 440. Voilà, les parlementaires sont toujours en train d'accuser. Ah, le 440, c'est la faute du 440, le 440, le 440. Eh bien, le 440, ce sont vos technocrates qui les gèrent, c'est-à-dire vos parlementaires, voilà, qui touchent des jetons, alors des jetons de présence. Voilà. Donc, des gens qui travaillent pour le gouvernement touchent des centaines de milliers, voire des millions d'euros par ces entreprises et ces puissances étrangères, voilà, afin que de temps en temps, ils leur rendent des petits services. Et là, on peut voir notamment, par exemple, M. Édouard Philippe, qui a touché en toute illégalité, je crois, quelque chose comme 2, 3 ou 4 millions d'euros, alors que c'était un haut fonctionnaire et qu'en plus, il était ministre de la France. Voilà. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est que le Conseil d'État, je crois même que c'est le président du Conseil d'État, était au courant qu'il avait des fonctions complètement illégales et qu'il touchait de l'argent illégalement, et que ce même Conseil d'État n'a strictement rien fait et qui couvre ce genre de corruption. Enfin, toujours la chose la plus intéressante, comme ça vous dit à quel point, comment les puissances étrangères ont introduit l'État français et donc influence sur nos vies. La ministre de la Défense, Parly, qui a violé la loi, qui a violé la Constitution, en faisant un courrier autorisant le Conseil constitutionnel à toucher de l'argent en compensation des exonérations fiscales des biens immobiliers qu'ils achetaient à l'étranger. Et il faut savoir que le Conseil constitutionnel ne payait même pas d'impôts, contrairement aux citoyens français. Il faut savoir que cette ministre de la Défense actuelle touche aussi des jetons de présence par ces puissances étrangères et ces entreprises privées. Voilà. Ça, c'est là-dessus que je voulais terminer. Et la seule recommandation que je peux vous faire, c'est sortez dans la rue, enlevez vos masques, parce que de toute façon, ils ne servent strictement à rien. Voilà. Enlevez-les, montrez que vous n'êtes plus des chiens, que vous n'êtes plus asservis. Comme une personne l'a appelé récemment, brûlez vos passes vaccinales. Voilà. Quant à vous, tous les médias, qui n'arrêtez pas de raconter tout et n'importe quoi, sachez une chose, le moment venu, vous serez vous aussi poursuivis pour complicité de crime. Voilà. Sur ce, je vous le répète, sortez dans la rue, enlevez vos masques. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains et notre corps nous appartient. Voilà. Enlevez vos masques. Bonne journée à tous. Je rappellerai également que le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, n'a pas tenu compte de l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire au sujet de la toxicité des masques FFP2 contenant du graphène, car il vient d'en proposer 5 millions aux professeurs d'école. Pour conclure, rappelons également que nous ne connaissons pas la composition des masques. Merci de partager cette vidéo et de soutenir les médias indépendants.